Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la lutte contre le grand banditisme qui s'intensifie. La police a démantelé un gang composé de 15 malfrats. Ces brigands semaient la terreur au niveau de l'autoroute Limamoulaye. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur annonce la mise sur pied de nouveaux postes de police sur toute l'étendue du territoire national. Maître Elas Diouf conteste l'administration pénitentiaire sur le cas Hassan Diouf. L'avocat du détenu réaffirme que son client a été torturé dans sa cellule. Les assurances de Marita Ounian, le ministre de l'Enseignement supérieur, promet de payer dans les plus brefs délais la dette de 16 milliards due aux établissements privés de formation professionnelle. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis les députés font leur rentrée ce vendredi à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, on jettera un regard sur le bilan de cette première année de la 13e législature. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 15 malfrats tombent entre les mailles du filet de la police. Ils s'activaient la plupart du temps au niveau de l'autoroute Limamoulaye. Un coup réussi par les hommes du chef de la sûreté urbaine, El Hadji Cherdramé. Ce dernier a fait face à la presse. Compte rendu signé Cheras Anafal et Modou Diop. Les conducteurs habitués de l'autoroute Limamoulaye peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les brigands qui perturbaient leur trajet sont maintenant hors d'état de nuire. Ils ont réussi à interpeller dans un premier temps 4 personnes qui ont été vite maîtrisées, qui n'ont pas hésité à dénoncer le chef de la bande qui a été aussi interpellé le lendemain. Et la poursuite des opérations nous ont permis de maîtriser la bande qui était composée de 15 personnes. Ces 15 malfaiteurs de nationalités diverses avaient un mode opératoire ingénieux pour commettre leur forfaiture. C'est un groupe de 15 dont les âges varient entre 23 et 35 ans, composé essentiellement de jeunes, parce que si vous voyez 25 et 35 ans. Et il y a des différentes nationalités, dont 2 Bissau-Guinéens, mais principalement des ressortissants de la Guinée-Conakry. Ils avaient érigé des barricades en mettant des pierres, de grosses pierres, et causé des accidents pour profiter de l'occasion et s'attaquer aux passagers, chauffeurs, entre autres. Un manège compris des forces de l'ordre qui n'ont pas mis bien longtemps avant de les interpeller. Il est rare quand même de circuler sur l'autoroute et d'être vraiment en face de jeunes armés de coupe-coupe et de machettes comme vous le voyez ici et s'attaquer à des populations. Les brigades sont toujours sur le terrain et vous savez aussi on a un intense réseau de renseignements. Et maintenant le jour des faits, les éléments étaient sur place parce que vous savez le temps de réaction pour les éléments ça peut varier entre 5 à 15 minutes. Avec le démantèlement de sa gang, les hommes du commissaire El Hadji Cherdramé montrent aux citoyens que leur seule et unique priorité reste la sécurité de tout un chacun. Et puis Ousmane Diouf, âgé de 49 ans et entre la vie et la mort, l'agent du ministère de la Santé a été agressé à Keur-Massar, ce qui augmente le nombre de victimes à 3 actuellement. Il est entre les mains des médecins de l'hôpital de Pékin qui tentent d'extraire le couteau planté dans son ventre. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place de nouveaux postes de police sur toute l'étendue du territoire national. Et Keur-Massar qui cristallise les attentions. Ali Ngouille a annoncé le démantèlement d'un réseau. Je vous propose de l'écouter dans ce compte-rendu signé Fatima Touré et Pape Sangone Mbaye. Qui règne à Dakar et sa banlieue depuis un certain temps fait sortir le ministre de l'Intérieur de sa réserve. Ali Ngouille annonce que les policiers ont démantelé un réseau de malfaiteurs. C'est une bande de 15 personnes démantelée hier par la police. Ils se positionnaient très souvent sur l'autoroute à hauteur de Ndiarème Limamoulaye. Leur stratégie, c'était de jeter des pierres sur les véhicules. Et une fois qu'un conducteur s'arrête, il profite de l'occasion pour l'agresser, le dépouiller de tous ses biens. Ils seront montrés au public demain. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité, notamment l'implantation de nouveaux postes de police sur toute l'étendue du territoire national. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques temps, nous avions
parler donc de programme de renforcement de la sécurité avec la construction de commissariat. Toutes les procédures administratives sont pratiquement finies et je pense que d'ici la fin du mois, voire le début de novembre, on va déjà démarrer par la construction. Ceci va s'ajouter aux différentes différents renforts, notamment personnels. Je pense que déjà la direction de la sécurité publique vient d'avoir un renfort de 400 nouveaux éléments qui vont être déployés sur le terrain. Pour le cas de Keur Massar, le ministre rassure. Nous déplorons en tout cas ces effectifs qui ne sont pas costauds pour le moment, mais nous avons déjà ciblé de construire un commissariat à Keur Massar et les travaux vont incessamment démarrer, plus maintenant le renfort de la police que nous aurons. Je pense que Keur Massar également fait partie de nos cibles. La police et la gendarmerie vont désormais joindre leurs efforts. Des patrouilles mixtes seront menées pour démanteler les réseaux de malfaiteurs, selon le premier flic du pays. Et puis le député Seydina Fall persiste et signe seule la peine de mort et la solution face à la série de meurtres notés ces derniers temps dans le pays. Bougazeli regrette que l'Assemblée nationale n'ait toujours pas donné de suite à sa proposition de loi restaurant la peine de mort. Une proposition de loi toujours sur la table de Moustapha Niasse depuis plus de 5 ans. Seydina Fall Bougazeli était l'invité de l'émission Ngonal. Pour lutter contre cette série de meurtres odieux. J'ai toujours été contre l'abrogation de cette disposition pénale au Sénégal. J'avais promis de proposer une loi restaurant la peine de mort une fois que je serai devenu député. J'ai tenu cette promesse en déposant une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Cela fait environ plus de 5 ans. Ceux qui s'opposent à l'application de la peine de mort sous prétexte que le Sénégal est un pays laïque, qu'ils sachent que Dieu, notre Créateur, avec sa miséricorde infinie, nous impose de tuer ceux qui ôtent la vie. Je suis persuadé que les opposants de la peine de mort n'ont pas encore perdu un parent dans ces circonstances, sinon ils n'auraient jamais tenu ce genre de discours. En tout cas, moi, je n'accepterai jamais qu'une personne tente de mettre fin à ma vie. Ceux qui l'ont essayé une fois à Guédiawaye l'ont regretté car j'avais ouvert le feu sur eux en atteignant leur jambe. Je suis toujours armé et en position de légitime défense. Mon arme se trouve même dans ma voiture. Donc, les assassins de Mariama Sagna doivent être exécutés. Et puis Maître El Hadji Diouf balaye d'un revers de main les propos de l'administration pénitentiaire sur le cas Assane Diouf. Selon l'avocat, son client a été bel et bien torturé en prison face à la presse ce matin. Maître El Hadji Diouf réclame l'ouverture d'un procès le plus vite possible. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Alioune Gueye et Pape Sangoné Mbaye. Même si Assane Diouf avait bénéficié d'un bon traitement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit jugé dans les délais exigés par la loi. Et comme vous le savez, Assane Diouf va faire bientôt 1 an de prison sans être jugé. Parce qu'après 6 mois, le juge d'instruction est obligé de renvoyer le dossier ou de libérer la personne gardée en prison, donc placée sous mandat de dépôt. De détention arbitraire d'Assane Diouf, je répète. C'est ça que l'on dénonce surtout. Pas la fracture, c'est dur, on l'a torturé. Même s'ils disent qu'on lui a réservé un traitement royal princier, c'est mensonger, c'est malhonnête. L'administration pénitentiaire nous dit que oui, il est très bien traité, il a des soins. Mais il a des soins par rapport à quoi? Quand on n'est pas blessé, est-ce qu'on a besoin de soins? Le communiqué s'est abstenu de parler de fractures, de blessures volontaires occasionnées par des gardes pénitentiaires. Nous parlons de toute autre chose à présent. Défaut ou retard de paiement, difficulté à mettre en place une caution, des problèmes qui minent les relations entre IPM et prestataires de services. Cela a fait l'objet d'une rencontre avec les différents acteurs. Compte rendu signé Adissa Prera et Mohamed Dian. Entre les instituts de prévoyance maladie et les prestataires de services surgissent quelquefois certaines difficultés. Pas citer toutes les difficultés, mais je prendrai juste l'exemple de la caution qui est souvent demandée aux institutions de prévoyance maladie. Une IPM qui vient de naître ne compte que sur les cotisations des travailleurs et employeurs pour faire face aux dépenses de soins. Et cette IPM-là est tenue d'agréer le maximum de prestataires de soins pour permettre à ces travailleurs d'aller se soigner en cas de besoin. Imaginez que 100 prestataires de soins demandent une caution de 3 millions à une IPM.
ça représente un gros montant que l'IPM ne pourra pas supporter. Donc c'est une difficulté du côté des IPM. Du côté des prestataires de soins aussi, on note des difficultés par rapport au règlement des factures. Des fois, les travailleurs d'une IPM vont se soigner au niveau du prestataire de soins. Par la suite, le prestataire transmet la facture à l'IPM et l'IPM de son côté tarde à régler la facture dans les délais qui sont prescrits. Et ça crée vraiment des problèmes au niveau du prestataire de soins. Généralement, c'est le travailleur patient qui subit les conséquences de cette mésentente entre IPM et prestataires de services, d'où l'importance d'harmoniser les relations entre ces deux entités. Ces deux piliers fondamentaux du mécanisme de l'assurance maladie obligatoire, quand il y a des problèmes au niveau de cet axe central, c'est tout le système qui le ressent. C'est pourquoi nous allons améliorer d'abord leurs relations pour vraiment partir de là. Mais quand il y a des problèmes, le travailleur peut se rendre au niveau de la pharmacie, au niveau de l'hôpital et on lui dit « ton IPM est suspendu ». Alors que le travailleur s'est déjà acquitté de son obligation. Ainsi, l'Institut de coordination de l'assurance maladie veut assainir les relations entre IPM et prestataires de services en matière de santé. Au terme de cette rencontre, une convention cadre sera mise sur pied et le document remis aux autorités. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur rassure les établissements privés de formation professionnelle. L'État du Sénégal a promis de solder la dette de 16 milliards de francs CFA. Marie Tovnian qui compte rencontrer les parties prenantes dans les prochains jours. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté et Bambadari. C'est en novembre 2012 que le président de la République Macky Sall a pris la décision de ne plus laisser en rade les nouveaux bacheliers, puisque jusqu'alors, les nouveaux bacheliers étaient laissés en rade, ce que les établissements publics ne pouvaient pas accueillir. Et cela a permis à beaucoup de jeunes Sénégalaises et de jeunes Sénégalais à accéder à l'enseignement supérieur et les frais sont soutenus par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal poursuit cette politique. Aujourd'hui, c'est vrai, avec les contraintes qu'a le ministère de l'économie et des finances, il n'a pas été jusqu'à présent possible d'apurer l'ensemble de la dette. Sur cette dette, il y a eu, dans le cadre de la loi de finances rectificative, 3 milliards qui ont été débloqués. Ces 3 milliards, nous avons aussi au niveau du ministère réuni les 3 organisations pour échanger avec elles sur les modalités de la mettre à disposition des établissements. Et c'est à travers un consensus que cela a été fait et les engagements ont été faits, sont aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances en attendant que ces bons soient libérés. Et que nous allons aussi rencontrer ces organisations qui sont réunies maintenant en un collectif unique, les rencontrer, échanger avec elles sur les modalités d'apurement de cette dette et aussi sur les perspectives pour 2018-2019. Nous allons aussi recevoir les étudiantes et les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur envoyés par l'État au niveau de ces établissements pour échanger avec eux. Moi, je suis convaincu qu'il y aura une solution à ce problème. Et puis l'Office national des pupilles de la nation qui récompense les meilleurs élèves qui se sont distingués durant l'année 2017-2018. Les lauréats satisfaits déclarent qu'ils feront le maximum pour ne pas décevoir. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Cher Saliboufal et Mardia. Les meilleurs élèves des différents cycles de l'Office national des pupilles de la nation reçoivent des prix de ladite structure. Ces activités s'articulent autour de l'accompagnement dans l'éducation, la formation professionnelle et l'insertion des pupilles. On vient d'assister à une cérémonie de remise de cadeaux aux pupilles qui ont réussi aux examens cette année. Ça fait partie de nos activités pour pouvoir quand même récompenser ces pupilles et les encourager à persévérer dans les études. Parce que nous, notre objectif principal, c'est d'encadrer ces enfants-là pour qu'ils puissent quand même étudier correctement et avoir également de bons diplômes pour qu'ils puissent demain se prendre en charge. Un sentiment de satisfaction noté chez les lauréats qui d'ailleurs se disent reconnaissants. Je suis surtout content de l'ONPN qui nous a toujours accompagnés. Oui, je salue leur courage et leur bravoure et je les encourage vraiment à continuer la bataille. Vraiment, nous sommes très contentes
parce que depuis l'ONPN nous a toujours accompagnés dans nos études et dans plein de domaines. Nommée ambassadrice de bonne volonté, Amy Sarfal compte apporter son soutien. Ma mission consistera essentiellement à les aider à rendre plus visible leur action, l'office, pour que d'autres personnes de bonne volonté puissent s'associer à leur œuvre. Et il s'agira aussi d'éveiller les consciences sur le fait que ces enfants méritent le soutien de tout un chacun. Et ce sera également une mission qui consiste à promouvoir l'éducation et la citoyenneté auprès de ces enfants et tous ceux et celles qui sont appelés à les rejoindre par décret très prochainement. L'Office national, qui a pour mission de soutenir uniquement les enfants mineurs, met plus de moyens afin de les accompagner jusqu'aux études supérieures. Politique à présent, le député Cheikh Abdou Bara Dolly va remplacer Maître Madi Kenya à la tête du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. En choix de Maître Abdoulaye Wade, il a dirigé la liste Ouattou dans le département de Mbacké lors des élections législatives. Et puis Aïmi Ning qui regrette la démission de Maître Madi Kenya à la tête du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Le président du groupe parlementaire de la majorité estime que le libéral est un homme de consensus et qu'il souhaite qu'il reste dans ce Parlement. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Maître Madi Kenya est un homme d'une élégance extraordinaire. D'abord d'une culture, mais d'une élégance et d'une culture républicaine. Et c'est ça que je salue. Je ne sais pas ce que va nous réserver, en tout cas demain, parce que je ne peux pas préjuger de cela. J'ai lu dans la presse qu'il avait démissionné de la présidence du groupe parlementaire. Tout cela va être confirmé demain. Mais en tout état de cause, ce que je peux dire aujourd'hui, parce qu'au Sénégal, on dit que généralement qu'on ne chante les louanges que des morts. Mais moi, je voudrais le dire de son vivant. M. Maître Madi Kenya est un homme de consensus, est un homme qui a une très grande élégance et qui a une urbanité extraordinaire. Et ça a toujours fait plaisir que nous puissions en tout cas croiser le fer au niveau de l'hémicycle, surtout dans les commissions techniques. Et tout cela s'est toujours très bien passé. Je souhaite en tout cas, je lui souhaite une bonne carrière en tout cas parlementaire et je souhaite qu'il reste parmi nous et qu'il soit un acteur en tout cas de la transformation économique qui est en train de s'opérer dans notre pays. On a la loi justement des finances que nous allons examiner et voter et après cela nous allons rentrer en campagne électorale. Et ce qui est certain, c'est que cette loi de finances que nous allons voter, il n'y a que Dieu qui sait qui va l'exécuter demain. Mais nous souhaitons que le président, qui est notre candidat, puisse justement, qui est l'auteur et qui est l'acteur en tout cas de ce budget, qu'il soit là pour l'exécuter. Justement, la rentrée parlementaire prévue ce 12 octobre à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire demain, occasion pour la rédaction de faire le bilan de cette première année de la 13e législature. Pour Aïmi Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, l'année a été forte et beaucoup de réformes ont été introduites, contrairement à Déthié Fall qui estime que la séparation des pouvoirs pose problème et qu'il faut changer. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, un sujet signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Le travail va reprendre et l'Assemblée nationale va renouer avec ses habitudes. Une année passée, la 13e législature entame une nouvelle, mais le bilan reste jusque-là positif, selon le président du groupe parlementaire de la majorité, Aïmi Ning. Quand on est dans une année qui prépare une élection, évidemment, il y a un bouillonnement extraordinaire parce qu'il faut apporter des révisions dans le code électoral et notamment la loi sur le parrainage a été votée. Nous avons eu aussi à être confrontés à la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Khalifa Sall. Mais Dieu merci, nous avons été respectueux des textes. Placé sous le sceau de la rupture dès le début, cette volonté est loin d'être une réalité de la vie de Déthié Fall. D'abord, la séparation des pouvoirs pose un sérieux problème. Nous avons une majorité qui obéit de façon mécanique au président de la République, en commençant par le président de l'Assemblée nationale. Et à mon avis, c'est lui qui devrait être changé en premier pour avoir en lieu et place une personnalité capable de se ranger
du côté des populations et de leur intérêt quand Macky Sall s'en écarte. À plusieurs reprises, donc, on a été privé de la possibilité d'engager le débat sur des questions économiques et sociales très sérieuses. Beaucoup de choses vont être revues, y compris la présence du gouvernement pour débattre des questions d'actualité jusque-là non respectées. Ces séries justement de questions d'actualité au gouvernement devraient nous permettre de pouvoir justement apprécier le travail du gouvernement dans le cadre de l'exécution de certains projets, parce que ça y va du rôle de contrôle des politiques publiques que l'Assemblée nationale doit exercer sur l'exécutif, et tout cela a été pollué par les débats politiques. Je dois vous dire très clairement que cela ne nous découragera pas. Nous allons continuer à nous battre pour une Assemblée digne du nom, respectueuse de ses devoirs envers les populations et soucieuse de leurs préoccupations, quel que soit son degré. Une nouvelle année démarre pour les parlementaires. La session de rentrée est prévue ce vendredi. Puis toujours en politique, le fichier électoral sera disponible 15 jours avant l'élection présidentielle. C'est une assurance du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui demande à l'opposition de respecter les règles établies. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatimata Touré. Le fichier électoral, vous savez, c'est bien, on les entend, on en parle, mais ce n'est pas des sujets tabous. La mise à disposition du fichier électoral est réglementée dans ce pays. Quand même si l'opposition en parle, vous pouvez aller consulter les textes. Nous sommes tenus, 15 jours avant la tenue du scrutin, de donner le fichier électoral aux candidats. Ils veulent consulter. Non, j'ai dit, même pour consulter, il faut d'abord qu'on puisse vous donner. Aujourd'hui, la loi ne leur permet pas ça. La loi leur permet, c'est des citoyens sénégalais qui aujourd'hui, jusqu'au moment où leurs dossiers seront validés, ne peuvent pas aujourd'hui venir seulement parce que c'est des candidats potentiels consulter. C'est pas possible. On doit absolument mettre à leur disposition sous format papier et sous format électronique 15 jours avant le jour du scrutin. Vous faites 24 moins 15, vous savez à quel jour on peut le donner. Maintenant, si au-delà de cette date on ne le donne pas, c'est une question qui peut être intéressante. Mais actuellement, ce n'est même pas une question d'actualité. Et puis la CDP qui rappelle aux candidats que les données personnelles des citoyens doivent être bien protégées. Sa présidente participait à une table ronde dans un contexte marqué par la campagne pour le parrainage. Awa Ndiaye, que je vous propose d'écouter, elle est interrogée par Tidiane Cissé. Le parrainage, c'est une collecte de données personnelles et c'est pour cela qu'en rapport avec le ministère de l'Intérieur et le Conseil constitutionnel, nous avons décidé de mettre à la disposition des parrains, c'est-à-dire des citoyens, et également des candidats qui sont dans ce cas-là les responsables de traitement avec leurs collecteurs, un guide qui leur rappelle simplement ce que la loi dit. Parce que cette collecte de données personnelles est encadrée par la loi. Tout le monde doit la connaître, mais il est bon de la rappeler aux uns et aux autres. Donc ce mini-guide servira simplement à rappeler aux uns et aux autres leurs droits, mais également leurs obligations. Et ce que la loi leur impose de sécuriser par rapport aux données qu'ils vont collecter. Donc dans ce cadre-là, je pense que la CDP a tenu son rôle. Elle a fait son devoir, mais le reste, ce n'est plus de notre ressort. La journée mondiale des jeunes filles célébrée ce jeudi, occasion pour nous de nous intéresser au divertissement de cette couche de la société. Le monde virtuel a aujourd'hui pris le dessus sur les jeux traditionnels. Un reportage signé Souadou Ndiaye et Moudou Diop. Tablettes, ordinateurs et smartphones, de nouveaux outils de divertissement pour la nouvelle génération. Les enfants, quand ils descendent, ils sont pressés de voir leur tablette, de jouer aux jeux qu'ils préfèrent et après vaquer au cours. Awa, 11 ans, élève en classe de CM2, elle a téléchargé ces applications. Angela et Souba et Souffle, jeux de maquillage, etc. Ces jeux-là que j'aime bien. Une façon différente de se divertir dans ce quartier traditionnel. Ici, les enfants se rencontrent tous les après-midi pour jouer ou faire la marelle. Sinon, elles organisent des séances de danse comme le Goumbé ou le Naurabine, des danses typiquement lébou. Des
jeux ludico-éducatifs différents, mais qui donnent à chacun une joie de vivre et des moments exceptionnels. Puis sur l'international, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, très bien placée pour remplacer la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession pour un troisième mandat à la tête de l'OIF. La Rwandaise, qui bénéficie du soutien du président français de l'Union africaine, sera fixée sur son sort au terme de ce 17e sommet qui se tient actuellement à Erevan en Arménie. Son portrait avec Mamadou Sarr. Née le 22 mai 1961 à Kigali, Louise Mushikiwabo est la cadette d'une famille de 9 enfants. Après son baccalauréat, la jeune Louise devient brièvement professeure d'anglais au Rwanda, puis obtient une bourse pour se perfectionner aux États-Unis. Sa première fonction officielle l'amène à Tunis, au siège de la BAD, en tant que directrice de la communication. En 2008, elle est de retour à Kigali, où son mari, un Américain discret, la rejoint. Paul Kagame lui confie brièvement le ministère de l'Information, puis la nomme une année plus tard aux Affaires étrangères. 9 années durant, cette diplomate autodidacte parviendra à tisser de solides réseaux à travers le monde. Elle se présente au poste de secrétaire général de la francophonie, occupé par Michaëlle Jean depuis le 30 novembre 2014. Cependant, la Rwandaise bénéficie du soutien d'Emmanuel Macron et celui de l'Union africaine. Dans un entretien accordé au Monde Afrique, Mme Mushikiwabo promet, une fois élue, de placer la jeunesse au centre de son action et de partager l'expérience de son pays de la reconstruction après conflit. Le reste de l'actualité internationale à suivre tout à l'heure. L'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 au Sénégal agrébiant la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Des stratégies ont été déjà mises en œuvre pour honorer le Sénégal lors de ces Jeux. Cependant, cette fédération réclame une organisation pour la détection et la formation des jeunes athlètes. Mamadou Fall, Modou Diop. Dakar 2022, un rêve d'athlète devenu réalité. La Fédération sénégalaise d'athlétisme s'exclame, c'est génialissime. C'est une très bonne chose pour le Sénégal, c'est une très bonne chose pour les sportifs, c'est une très bonne chose pour la nation sénégalaise et surtout pour l'État du Sénégal. Parce que organiser une compétition du genre n'est pas donné. D'ailleurs, c'est la première en Afrique, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal tout entier qui a été honoré. Un événement d'une telle envergure mérite une bonne organisation à tous les niveaux. Concernant les athlètes, ce sera juste une continuité puisque la fédération avait déjà un projet dénommé Génération 2024. On a commencé à travailler depuis fort longtemps. Il y a énormément de projets qu'on a mis en place. Je veux nommer la Génération 2024, donc d'où l'objectif était les Jeux Olympiques de 2024. Aujourd'hui, ce projet existe et il y a des gosses qui ont été ciblés et qu'on est en train d'encadrer. Je pense que ce sera une continuité. Maintenant, c'est à l'État du Sénégal, c'est à l'ensemble des sportifs, à la Fédération sénégalaise d'athlétisme de mesurer l'enjeu. Des stratégies seront mises en œuvre pour détecter et former des jeunes qui feront bonne figure en 2022. Il faut d'abord détecter ces jeunes-là, les encadrer, les orienter, les suivre, les accompagner pour que dans 4 ans, pour qu'ils puissent défendre les couleurs du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, si on met tous les moyens là-dedans, il y a les techniciens qui sont là, qui peuvent vraiment booster les performances des jeunes. Et je pense qu'on aura des résultats, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. La Fédération sénégalaise d'athlétisme se penche déjà sur les Jeux olympiques décernés au Sénégal par les CIO. Des Jeux qui se tiendront en 2022. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Congo, au Cameroun et au Mali, où un véhicule a sauté sur une mine, bilan 3 morts. On fait le point avec Kamaï Mounagaï. Le bilan provisoire de l'éboulement d'une mine d'or artisanale fait 32 morts. Tous des mineurs, les corps sans vie sont retirés en ce début d'après-midi dans l'est de la République démocratique du Congo. Une mine a encore frappé dans le centre du Mali ce jeudi. Il s'agit cette fois-ci d'un véhicule qui a sauté dessus. À bord, 3 militaires maliens. La voiture venait de Boulkessi, localité située à la frontière avec le Burkina Faso. À 43 ans, Mohamed Deouji a été enlevé ce jeudi par des hommes armés à Dar es Salaam. Le businessman tanzanien est considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain.
Les premières informations relèvent qu'il a été enlevé par des Blancs venus à bord de 2 véhicules. Après le scrutin du dimanche, les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle au Cameroun ont saisi le Conseil constitutionnel pour fraude. Il s'agit de Maurice Kamto, Josia Ossi et Cabral Libi. Le Conseil constitutionnel de rassurer que toutes ces requêtes seront examinées avant la proclamation des résultats. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.